dossier intéressant ou ne serait-ce même pertinent qui serait exploitable pour faire une actualité. Donc ça va être une sorte de boogie-boulga, on peut dire, d'actu, de petites actus random qui ne sont pas forcément passionnantes, mais qui sont toujours bon de savoir. On démarrera donc au programme par la fin de la diffusion de la saison 4 des scènes de Shingeki no Kyojin, en tout cas sa première partie. On va parler aussi d'un nouveau trailer de la prochaine série d'animation Star Wars, et enfin de la nouvelle série du MCU. Oui, on n'est vraiment pas sur du high standing. Shingeki no Kyojin avait concrètement repris en décembre dernier, l'animé en tout cas, parce que je ne lis pas les mangas, je suis vraiment une merde. Et la diffusion de la première partie de la saison finale s'est arrêtée le 29 mars précédent. Cet épisode final a pour particularité, par rapport aux anciennes saisons et aux anciens arrêts de mi-saison, de nous laisser sur un gros cliffhanger Alors, dont on ne pourra pas discuter pour des raisons évidentes de spoil. Oui, on est vraiment sur de l'actualité passionnante. personnellement, si je peux, pour avoir vu, et vu que c'est un peu mon domaine d'expertise, Cliffhanger, ils avaient mieux en stock, je pense. Honnêtement. C'est pas le On débat. reviendra sur mon appréciation du On truc. peut pas mais- vraiment en parler non plus. Donc D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que nous, on pense du spoil, je vous invite à regarder la rediffusion de l'épisode précédent, car il s'agit du débat de la dernière fois. encore disponible sur Encore notre chaîne disponible. Twitch. Donc concrètement, je peux rien dire de plus sur Shingeki no Kyojin pour éviter les spoils, ou encore même de ruiner certains éléments de surprise. Mais je vous suggère fortement de regarder la série et de vous en faire votre propre avis, car personnellement, cette saison 4 m'a laissé de marbre et m'a terriblement déçu. Et je sais que je ne me fais pas d'amis en disant ça. Effectivement. Tu n'en as déjà pas beaucoup, alors. J'en ai 4. J'avais prévu d'en perdre 2 maximum ce soir. Les gars, c'est gênant, allez, on y va. Ce qui ne m'a pas déçu en revanche, c'est la nouvelle série Disney+, la nouvelle série du MCU, à savoir Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. La série est, comme WandaVision dont on a parlé il y a 4 épisodes, fait directement suite à Avengers Endgame. Concrètement, Captain America est mort, ou en tout cas à la retraite. Et Sam Wilson, le Faucon, est chargé, il est censé prendre la relève, le bouclier de Captain America, alors que pendant qu'il vit sa petite vie tranquille de prochain cap, un groupuscule extrémiste cherche à ramener l'ordre mondial comme il était lors des événements d'entre les deux films, Infinity War et Endgame, à savoir avec la moitié de la population décimée. Donc, pas un projet super cool, parce que la mort de milliards d'individus, c'est pas cool. Allez, C'est pas ouf. justification carton. Concrètement, cette série est un hommage à tous les buddy movies qui existaient à Hollywood dans les années 70 et 80. C'est bien fait. On va y voir se développer l'amitié entre Bucky, le soldat de l'hiver, et Sam, donc le faucon. Et on y retrouvera certains personnages importants du MCU, ou en tout cas de la continuité Captain America, entre guillemets, comme le Baron Zemo, qui est l'un de mes méchants préférés, tous comics confondus, donc je suis très content. Ou encore Sharon Carter, la petite fille de Peggy Carter, le premier amour de Captain America. Mais non. Et oui. Mais non. Et oui. Incroyable. Et tant qu'on parle des séries disponibles sur Disney+, il est bon ton de faire mention de The Bad Batch, la prochaine série d'animation Star Wars qui va faire directement suite à Star Wars The Clone Wars, qui sera disponible le 4 mai prochain, à l'occasion de la journée internationale de Star Wars, parce qu'il y a une journée internationale de Star Wars, 4 mai, pour la Mais référence. t'es cherché cette info-là. Mais il l'a pas Je le cherché, savais déjà, il pour le le coup. Ah, savait. tu le savais. Mais évidemment Je qu'il le l'attends chaque savait année. Il y a un déjà. petit cœur sur son calendrier, tu sais. Évidemment, Mais évidemment qu'il le May savait the Fourth, déjà. c'est la journée internationale de Star Wars. Je suis ravie Cette de sé- l'apprendre. On se couchera moins bête. Cette série, dont un nouveau trailer vient de sortir, il y a un peu plus d'une semaine, va suivre un petit groupe de clones, la Bad Batch, la mauvaise cuisson, traduction littérale, qui a déjà été présenté lors de la dernière saison de The Clone Wars, sortie l'année dernière. Et on pourra suivre, grâce à eux, la transformation de la République à la fin de Star Wars 3 en l'Empire galactique de Darth Sidious. Et on pourra voir exactement ce qu'a donné l'Ordre 66 du point de vue des clones. L'Ordre 66 qui est l'ordre qui ordonne tous les clones de tuer les Jedi. Donc cette série se situe, comme je viens de l'indiquer, entre l'épisode 3 et 4 des Star Wars. Une série que personnellement j'attends avec grande hâte et qui va enfin nous donner un peu de profondeur quant à la genèse de l'Empire de Star Wars, quoi.
ainsi que la transition entre comment ils ont réussi à faire passer une république galactique en empire comme ça, parce que ça marche. Enfin, les gens sont pas fans de l'empire, enfin, c'est pas cool, quoi. Non. Et donc la dictature. Donc comme on peut le remarquer, encore une fois, je ne parle que de comics et de Star Wars. Je rends donc la parole tout de suite à Talen pour sa propre partie. Très belle transition. Les transitions régies. Du coup, moi, cette semaine, si je vous dis le mot Donjons et Dragons, vous pensez à quoi? Ah, mon père. C'est pas ma chronique, ton père. C'est bien. C'est bizarre. Je me désolidarise. Alors forcément, on pense au jeu de plateau et Et très, oui, très au jeu de rôle, au très célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons, qui est sorti il y a fort longtemps, et c'est pour ça que tout le monde le connaît. Oui. Donc, cette semaine, je vais vous parler de jeu de rôle, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important dans la pop culture, et c'est assez méconnu, ou soit qui a quelques, comment dire, mauvaises images. Des bons gros clichés, ça Des clichés, voilà. Il y a de pas mal de clichés. Et, Ouais. et je suis là pour vous dire, calmez-vous. Il n'y a pas de clichés à avoir. Les clichés, Tordons c'est quoi pas ces bien. clichés? Exactement. Donc, pour commencer, qu'est-ce que Donjons et Dragons? Parce que j'en parle, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donjons et Dragons est un jeu de rôle sur le thème médiéval et fantastique. Ah. Donc, le jeu de rôle est né aux États-Unis dans les années 70. C'est un divertissement particulier à mi-chemin entre le conte, le théâtre, la littérature et le jeu de société. Donc, voilà. Le jeu de rôle n'a pas de définition propre parce que c'est extrêmement large. Chacun a sa propre définition du jeu de rôle. Chacun a sa propre façon de jouer au jeu de rôle. C'est un vaste monde qu'on ne peut pas résumer à quelques mots. Donc voilà, quand même, on a une chronique noob assez floue, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. On vulgarise. On vulgarise, bien évidemment. Donc, dans les succès qu'il y a dans les jeux de rôle, il y a bien évidemment Donjons et Dragons. Il y a aussi l'Appel de Cthulhu, sorti en 1984, et Warhammer en 1987. Donc, c'est peut-être des mots que vous connaissez, et ce sont des jeux donc de rôle. Pour commencer, un peu de lexique de jeu de rôle. Donc, nous avons le maître du jeu. Donc, c'est la personne qui va, on va entre guillemets, présider la partie, qui va donc guider les joueurs et décider de l'univers, ce genre de choses comme ça. Donc, c'est la personne qui va guider les joueurs dans toute la partie. Il y a les rôlistes. Donc, un rôliste, c'est tout simplement un joueur de jeu de rôle. Donc, c'est un mot qui est apparu avec l'explosion du jeu de rôle un peu partout dans le monde. Ensuite, une campagne. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une campagne de jeu de rôle? J'imagine que ça n'a pas beaucoup de rapport avec les campagnes qu'on fait à Néoma. Non. j'imagine non plus que c'est pas le champ que je vois de ma fenêtre avec les vaches. Pas trop. Est-ce que par hasard, ça serait pas genre l'histoire du jeu de rôle? C'est à peu près ça, ouais. En fait, une campagne de jeu de rôle, c'est la chaîne de toutes les sessions de jeu qu'on fait. Donc, clairement, une campagne, c'est tout ce qui se passe dans le jeu. Donc, un peu comme tu dis, l'histoire. Donc, du début jusqu'à la fin, c'est la campagne. Donc, bien évidemment, une campagne peut avoir une seule séance, une seule session de jeu, mais comme on peut en avoir une indéfinité, quoi. Donc, clairement, un jeu de rôle ne peut jamais se terminer. On en est là, on en est à quelque chose de très court comme de quelque chose sans fin. Super. Mais ça dépend des joueurs, du maître du jeu, et genre de choses comme ça. On fait quoi ce soir? Un jeu qui va durer entre 5 minutes et 5 ans. C'est pour ça que la plupart des maîtres du jeu, ils abrègent en fait. En fait, ça dépend. Mais vraiment, la force du jeu de rôle, ce sont les joueurs qui décident d'absolument tout. En fait, même si vous avez des jeux, donc comme on en parlait dans Donjons et Dragons,
c'est juste l'univers qui est placé, ça évite au maître du jeu de créer l'univers. Mais très franchement, un jeu de rôle, un maître du jeu peut complètement le créer. On peut prendre n'importe quel thème, il peut avoir n'importe quel nombre de joueurs, n'importe quel type de joueurs. Vraiment, la force du jeu de rôle, c'est personnalisé à 100% et ça dure ce qu'il faut avec les joueurs qui veulent. Donc, voilà. Pour finir avec ce lexique un peu long, donc du coup, chaque personnage a un background, donc ça veut dire une histoire et qui un background. Les deux en plus. qui explique ses motivations, parce que bien évidemment, un joueur a des motivations dans le jeu, donc le background va aider les autres à comprendre les motivations. Les compétences, c'est du coup les chiffres de compétences qu'ils ont, donc par exemple le 5 en course à pied, voilà concrètement. Et, les caractéristiques. Perso, moi j'ai 2, mais... Les caractéristiques, du coup, c'est les noms, donc la course à pied concrètement. Donc voilà, il y a plein de compétences, plein de caractéristiques, et c'est les joueurs et le maître du jeu qui les choisissent encore une fois. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais il ne faut pas en avoir peur, concrètement. Hein. Ne vous inquiétez pas. Si vous nous suivez sur Instagram, donc dans Pixel Neoma, vous avez vu une petite story avec des petites questions par rapport au jeu de rôle. Et donc, c'est maintenant que je vais m'en servir. Et grâce à vous, merci à toutes les réponses. J'ai eu entre 60 et 70 réponses pour chaque question. Donc, je suis assez contente. Mais il faut faire attention à prendre les résultats avec des pincettes. Parce que, très clairement, c'est pas assez de personnes pour considérer comme un bon échantillon. Ça donc... s'appelle un échantillonnage. Oui, Et puis, mais de c'est toute pas façon- un échantillon assez gros pour considérer... Et puis de toute façon, ce sont des abonnés de Pixel, donc par définition, les abonnés de Pixel sont peut-être un peu plus au courant Voilà. de ce qu'est un jeu de rôle que la Et masse. tu es en train de dire que les abonnés de Pixel sont des geeks? Oh. Est-ce que c'est ce que tu as signé? Je pense que je m'avancerai peut-être un peu, mais je pense que oui. Mon Dieu. Franchement. Et ouais. Je pose ma démission. Du coup, 30 personnes disent qu'ils n'ont jamais joué au jeu de rôle. Et surtout parce que soit ils n'ont pas eu l'occasion, c'est surtout en fait le manque d'opportunités qui freine le jeu de rôle. On ne sait pas avec qui jouer et qui peut être maître du jeu parce que il faut se l'avouer, maître du jeu, c'est hyper compliqué. Et il y a même des formations, donc très franchement, on ne rigole pas. Mais en même temps, maître du jeu, c'est la personne qui gère l'univers. Donc si il fait une erreur, ça peut niquer tout le truc. Donc très clairement, il faut le comprendre. Et aussi, 55% des personnes n'ont pas regardé de JDR. Donc des personnes qui ne jouent pas, mais qui regardent une partie qui se fait. Et c'est surtout par manque d'informations. En fait, les gens n'ont pas accès à ça sur Internet. Ce qui a été ressorti, c'est que les personnes ne connaissent pas les bons streamers et les bons youtubeurs de jeux de rôle. Donc c'est un peu quand même de niche sur les plateformes. Donc c'est assez compliqué de trouver celui qui nous plaît concrètement. Si je peux rebondir sur ce que tu dis aussi avec par exemple l'apparition de MMORPG beaucoup en ligne, ça se perd en fait tout simplement parce que pourquoi entre guillemets jouer à un jeu de plateau avec des gens réels alors que surtout avec le contexte actuel c'est tellement plus simple de se laisser guider par un truc Pourquoi virtuel. parler à des gens quand on peut être dans notre chambre devant un ordinateur. Je pense que ton pull, vraiment, c'est exactement de ce dont on parle. Il en est fier. Donc voilà, c'est un peu les freins du jeu de rôle. Donc pas savoir avec qui, ni comment être introduit à ça. Parce que bon, effectivement, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis c'est assez long, quoi. Donc voilà. Aussi, j'avais demandé par rapport à l'image du jeu de rôle. Parce que bon, on va pas se mentir, le jeu de rôle a souffert dans le passé par d'une image un peu... pas très glorieuse, De quoi. vieux geeks boutonneux coincés dans une cave en train de faire des trucs chelous. Bah, En très témoigne clairement. l'image qui est en train d'être diffusée. Hein. Très clairement, Exactement. ouais, en fait, le jeu de rôle, ça a été un peu... C'est un truc de geek. Genre, c'est ces gens-là qui font des trucs dans le noir. C'est un peu bizarre. En fait, je pense que le jeu de rôle, juste, est méconnu et qui s'est démocratisé assez rapidement. Donc, les gens ont dit, oups, là, non, merci. C'est bizarre. Nous sommes différents ici. Mais très franchement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que maintenant le jeu de rôle a un peu moins cette vision de gens bizarres qui font des trucs bizarres. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre du jeu de rôle, c'est que ça développe l'imaginaire. Il faut comprendre que
quand on incarne un personnage, on le gère de A à Z et on choisit ses actions. Donc, c'est-à-dire, je décide qu'il mange une poire et il le fera. Voilà. Il n'y a pas de limitation dans l'imaginaire. Donc, vraiment, la seule limite que vous avez, c'est ce que vous imaginez sur le temps avec tout le monde. Donc c'est assez important à comprendre. Votre limite, c'est que vous, quoi. Donc, Si voilà. je peux partager mon expérience, j'ai fait très peu, mais j'ai fait du jeu de rôle. Et vraiment, je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie. Parce qu'on faisait tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Donc vraiment, nos meilleurs bars. Vraiment, encore maintenant, j'ai le dire de la pomme de terre qui est resté. Et personne ne comprend, mais moi je comprends parce que cause de cette partie-là. Mais aussi, ce qu'on m'a dit, c'est que le jeu de rôle avait l'air très complexe et que c'était pas forcément fun. Je pense que ça dépend des univers dans lesquels on joue, donc peut-être pour ça le pas fun. Et aussi quelque chose qui s'adresse qu'aux gens qui connaissent ce jeu de rôle. Et donc les débutants, ils sont assez mis de côté, donc ça fait peur à certaines personnes à ce niveau-là. Ce qui est compréhensible, et comme j'ai dit, il faut connaître quelqu'un pour être initié, connaître quelqu'un pour y jouer. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette image de, il n'y a que les pros qui y jouent, il n'y a que les gens qui connaissent vraiment bien, qui peuvent y jouer. Alors, pas spécialement, en fait. En fait, il y a ce côté très imperméable au JDR, où genre, on se dit, si on... Ouais, c'est ça, c'est que... faut être amateur ou pas, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de j'apprends. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez en primaire, vous jouez à être une Winx ou être dans un set... Vous faisiez du JDR, les gars. Mais techniquement, quand vous jouez à être Stella, vous faisiez du JDR. Oui, mais en fait, le truc, je pense qu'il y a un fossé aussi entre les joueurs vraiment hardcore, tu vois, qui respectent les règles à fond et tout, et ceux qui sont un peu là en mode coucou, je suis une brebis égarée, je ne sais pas où je vais. Bonjour, je veux apprendre. Est-ce que tu es un poisson ? Je suis un poisson, parce que je suis dans l'océan et j'aime les algues. D'accord, très bien. Dédicace à ceux qui comprendront. Ceux qui savent. Du coup, voilà, en fait, l'image du JDR était en train de changer, donc c'est quelque chose pour moi que je pense à très positif, parce que quand même, le JDR, c'est, comme tu le disais, Capucine, des bars. Vraiment, c'est juste des bars. Mais du coup, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas spécialement de définition. Et donc, du coup, j'ai voulu créer une définition avec vous, avec tout le monde, avec la communauté de voyeurs, you know. Et donc, vraiment, ce qui est ressorti, c'est dans la définition, le JDR, c'est vraiment l'imagination des joueurs qui prime sur tout. C'est pouvoir construire le déroulé et l'univers du jeu. Donc, c'est créativité 100%, les gars. C'est aussi être entre potes. C'est vraiment, vous faites ça avec des amis. Et donc, c'est peut-être le frein qu'on voit depuis le début de la chronique. C'est que ça se fait pas spécialement avec des inconnus. Alors, peut-être qu'il y en a, je ne suis pas au courant, mais bon. Mais c'est plus quelque chose qu'on fait entre amis parce que justement, on peut développer des délires ensemble. C'est plus simple pour communiquer, genre choses comme ça. Donc, on est plus à l'aise. Donc, c'est clairement un jeu collectif. On ne joue pas tout seul, on joue tous ensemble. C'est incarner un personnage, donc avoir du libre arbitre dans un jeu et faire de l'improvisation. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de personnes aiment. Donc, si vous aimez le théâtre, vous aimez le JDR, concrètement. Et, j'aime bien le raccourci. Mais c'est pas un raccourci, en vrai. Enfin, de mon vécu personnel, en général, quand on aimait le JDR, on aimait le théâtre et inversement. Ouais. Même si les personnes ne savaient peut-être pas encore. Et dernière partie de la définition, chaque session de jeu est unique. Même si vous refaites des sessions différentes dans le même univers, ça ne sera jamais pareil parce que personne ne fera jamais la même chose. Donc très franchement, c'est une expérience unique dans le sens où jamais vous aurez deux parties pareilles. C'est pas comme les parties de Uno, concrètement. On est là. Vous ne mangerez pas toujours cette pomme de terre. Et on comprend toujours pas Capucine, mais très bien. On va te laisser dans ton délire, mais... On se solidarise. Mais voilà, en fait, le jeu de rôle, c'était vraiment pour vous présenter ce que c'était. Donc, c'est pas possible de dire ça ne me correspond pas, le jeu de rôle, parce que vous créez tout de A à Z. Je pense que le seul frein, c'est avoir les bonnes personnes et avoir des personnes dans le même délire que vous. Donc, si vous avez des personnes qui aiment le médiéval et que vous êtes plus sur du futuriste cyberpunk,
Voilà, c'est le truc qui gêne. Il y a un jeu de rôle Cyberpunk. Oui, non, D'ailleurs, mais... Cyberpunk est à la base un jeu de rôle en fait. Oui, mais voilà, mais après, il y a un jeu de rôle surtout. Comme tu disais, Capucine, tu peux faire un truc sur les Winx, C'est zéro problème. T'inquiète pas que si tu veux aller dans Star Wars, Léopold, tu pourras. Du coup, voilà, donc si vous avez besoin d'un JDR, créez-le ou connaissez quelqu'un. Il y a forcément des choses, il y a même des conventions en France. Je sais qu'il y en a à Rennes. Il y a une grosse communauté de JDR à Rennes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a beaucoup de sites pour vous aider et être en contact avec des gens. Et surtout, allez à Pixel, parce que nous avons un pôle où on fait du jeu de rôle. Donc, si vous voulez connaître, rejoignez-nous. Recrutement ouvert en septembre. Très gentiment aussi rappelé dans le chat, donc merci beaucoup. J'en profite pour rebondir là-dessus et vous rappeler bien évidemment, n'hésitez pas, c'est une émission interactive, donc si vous souhaitez réagir dans le chat, eh bien on lit vos commentaires et on essaie de réagir avec vous. Donc n'hésitez pas, c'est un échange. Et merci beaucoup Talen. De rien, merci de m'avoir écouté. Voilà. Écoute, je pense que c'était pas une découverte pour nous, mais en tout cas, on a peut-être fait. Oui, bon, peut-être toi. Voilà. Moi, je connaissais rien. Donc, pour moi, c'était The Big Bang Theory, JDR. Donc, c'est bon les patates. C'est bon, oui. Certes. Très bien. Sans transition. Eh bien, il me semble que c'est au tour de la chronique cinéma, n'est-ce pas ? Eh bien, j'appelle notre très cher Ibra. Pour sa chronique cinéma. Voilà. Ok, bon. Très bien. Bon. Ibra viendra juste après. Il n'a pas de micro, comme on le dit. C'est pas grave, sans transition. C'est les aléas du direct, on aime ça. Donc du coup, pour la suite des enchaînements, on enchaîne avec la chronique culture asiatique. Oui. Eh bien, Capucine, comme toutes les semaines, à quelle sauce vas-tu nous manger ? Et va manger, pour le coup, c'est un bon mot pour ce dont on va parler, parce qu'on va parler de nourriture. Mais non. Mais si. On adore ça. Est-ce qu'on peut parler des patates ? Alors techniquement, je pourrais, mais non. Nous allons parler d'un animé que... Allô, est-ce que vous nous entendez ? Blablabla. Oui, continuez les gars. Ah, on peut ? D'accord. Continuez. Ok, très bien. Non, pareil chez moi Non, aussi. pareil chez moi aussi. Ah, mais ils sont deux. Non, ok. D'accord. Ouais, il y a du son, d'accord. C'est bon, on a retrouvé le son. Il y a du son, Il y a du son. super. Du coup, oui, ce que je disais, c'est qu'on va en parler pour... Enfin, on va utiliser cet animé pour parler de plein de nourritures différentes. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec les nouilles. Et les nouilles, il y en a dans toute l'Asie. Toute l'Asie a fait des nouilles à un moment donné. Et des nouilles de plein de manières différentes. Et bon, malheureusement, je vais pas pouvoir parler de toutes les nouilles. Parce que sinon, on en a pour des heures et des heures. Donc, j'ai pas envie de le faire. Et vous n'avez pas envie de m'écouter parler de... Parce que c'est la région que je connais le mieux. Triste. La prochaine fois, je ferai d'autres nouilles, promis. Mais cette fois-ci, ça sera une nouille japonaise. Du coup, il y en a 3 principalement que je pense vous avez au moins entendu parler. Il s'agit des udon, des ramen et des soba, qui sont 3 nouilles différentes et utilisées de manière différente. Les ramen. Les ramen. Don, les gars. J'ai faim. Ça donne faim. Donc c'est aussi utilisé dans des contextes et des régions différentes. Donc nous avons d'abord les udon et les ramen qui sont composés de blé, alors que les... Alors attendez, c'est dur. Les udon et les... Non mais pourquoi j'écris n'importe quoi?
Les udon et les ramen sont composés de blé alors que les soba sont faits de sarrasin. Non, parce que j'écris n'importe quoi sur mes fiches et après je suis perdue. Donc oui, les ramen sont servis dans un bouillon. Donc grosso modo, c'est une soupe avec dedans des pâtes. Parce que pourquoi pas. Donc un bouillon. C'est une soupe de pâtes avec un bouillon de poisson ou de viande. Et à la base, c'était un plat chinois. Voilà. Les Japonais les ont piqués comme on piquait les kanji. Ils ont piqué plein de choses. Oui, j'aime beaucoup ça, c'est très, Ouais. très japonais ça. Ouais, mais après, si tu veux, il y a eu des... C'est comme tout. Genre, après, les Chinois, ils ont piqué des trucs aux Japonais. Enfin, tout le monde s'est piqué des trucs, c'est normal. Je vois. Mais il est aujourd'hui considéré comme un plat japonais. Je pense que ici, tout le monde, quand vous pensez ramen, vous pensez Japon. Je pense. Oui, plutôt. Lui, il est pas Je pense d'accord. qu'on va aimer, ça. Non, mais d'accord, mais... Pas mais mal. tu penses pas Chine. Bon, voilà, le point est Pas là. mal. Donc ensuite, nous avons les udon, qui sont là des nouilles purement japonaises qui sont nées au Japon et qui sont bien plus épaisses. Et voilà, elles peuvent être consommées chaudes ou froides. Donc là, le gros avantage des udon, c'est que tu peux en manger en été. Parce que l'été au Japon, il fait chaud calor. Donc, chaud calor. Donc, tu manges pas des ramen en été. Moi, je l'ai fait, c'est mauvais bail. Mais par contre, les udon, ça, c'est bon bail parce que ça peut être mangé froid. Et ensuite, nous avons les soba, qui sont aussi des nouilles purement japonaises. Et qui ont la particularité, contrairement aux deux autres, de faire d'être des nouilles de sarrasin. Voilà, et dans Food Wars, on peut voir des nouilles de partout. On peut même voir des pâtes italiennes. Voilà, on voit de tout et de n'importe quoi. Même des fois, on voit des mélanges de cultures et des machins, habituels. Waouh, incroyable. Et je pense que tout le monde ici va conseiller cet animé, qui est contre personne. Voilà, c'est ce que je pensais. Bah, c'est pas perturbé par le côté nudité de Ah l'animé. oui, j'allais demander, c'est pas l'animé où il y a des orgasmes quand tu manges des soupes justement? Si, Ok. si, cet mais animé-là. il y a un côté nudité qu'il faut accepter, mais Oh, c'est comique. Oui, c'est comique. Vraiment, c'est comique. Donc bon, il n'y a rien de bizarre concrètement. Et Oui. ça fait des références aussi un peu pop culture. Non, en vrai, c'est très bien. Après, le seul truc que moi je reproche à l'animé personnellement, c'est que la dernière saison, elle est pas rushée, elle est à un niveau supérieur. Non, mais on n'est pas là pour ça. Hein. mais sinon, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, de faire une critique de Food Wars. Pourquoi pas. Why not, hein. Voilà, donc c'est la fin de ma rubrique. Est-ce qu'il y a des gens qui vont me dire quelque chose? Non, ils disent juste qu'il y a du son et c'est tant mieux. Hein. J'ai une question. Oui. Où est la partie dégustation? Alors, vous m'excuserez, mais nous sommes en période coronavirus. Après, j'aurais bien voulu vous donner des adresses parce que j'en connais quelques-unes, mais c'est fermé. Donc, Une qui fait de la livraison, je sais pas encore ce que je vais manger ce soir, donc non, à Reims, j'en connais pas. terriblement déçu. Terriblement déçu. Choqué et déçu. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette rubrique Capu. Donc, la régie me fait signe de faire ma chronique avant votre chronique cinéma que vous attendez tous avec impatience. Donc, encore un petit peu de patience, mais vous n'allez pas être déçus puisque c'est mon tour avec la chronique jeux vidéo. Pour cette chronique jeux vidéo, qu'est-ce que je vous ai préparé cette semaine? Un jeu. Un jeu. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont à côté de moi, ne regardez pas ma feuille avec les réponses parce que, bien évidemment, je les ai surlignées en jaune. Ah bah oui, discrétion sur 0. Barrière de cheveux, Voilà. je ne vois rien. S'il vous plaît, soyez, jouez le jeu. Et Je bien regarde la évidemment, caméra. Ouais, Oui, pareil. un jeu. Je regarde nos voyeurs. Et Louzou36, si tu veux On séduit jouer les avec voyeurs. nous, eh bien, tu peux. Puisque vous aussi dans le chat, je vous invite à répondre. Surtout que j'ai fait en sorte que ce soit un quiz en 10 questions faciles. Enfin, vraiment, il ne faut pas être un hardcore gamer pour répondre. Hardcore gamer. Hardcore. Un gros geek. Non. Sincèrement, ce sont des questions accessibles. Donc voilà, je laisse Jean-Michel Régie mettre les scores de nos très chers chroniqueurs, donc Talen, Léo et Capu qui vont jouer avec nous. Et bien évidemment le chat. Youpi, bah écoutez, je suis contente que ça. Est-ce que je peux avoir 3 points d'avance?
Non. Non, Dommage. non. Et- Alors, t'inquiète pas, moi aussi je suis nulle en jeux Juste vidéo. petite hein. précision, mes pop ne sont pas des buzzers, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. La question c'est est-ce qu'il y a un thème ou c'est vraiment jeu vidéo ou C'est est-ce que tu vas vraiment- me faire plaisir et tu vas dire jeu vidéo à choix très précisément, voire de love. Il y a un peu de tout, mais c'est la culture du jeu vidéo. Ça peut aller des années 80 à aujourd'hui. Donc vraiment, on est sur du très très large, du très très... Enfin, vraiment, c'est... Voilà, t'inquiète, t'es un crack. Je sais. Ah là là, mon Dieu. Très bien. Les compteurs de points sont mis. Donc, c'est parti, mes amis. J'allais dire c'est parti, mon kiki. Mais Mais ça fonctionne aussi. Et donc, hein. tu as dit à la fin. on vient de faire 5 rimes. Non, on est même pas. C'est trop bien. Alors, question numéro 1. Donc, à chaque fois, vous avez 3 choix. Ok. Ok. C'est le premier qui donne la bonne réponse qui gagne le point, évidemment. Comment s'appelle le monde dans lequel se déroulent les aventures dans la série The Legends of Zelda? Avant que tu dises Hyrule. la réponse, si on sait déjà, on peut dire ce que. Et elle vient de le dire. Oui, mais je savais aussi, genre, ça va vite. C'est sorti. Oui, si vous le savez, dites-le. Sinon, je vous donne les propositions. Ah, ok, Ok. Donc, ok. un point pour Capucine, effectivement, c'était Hyrule. Mais bon, je crois que tu l'avais. Je voulais le dire. En vrai, Je voulais l'avais le aussi, dire. on l'avait tous. On l'avait tous. Mais c'est elle c'est qui l'a dit mais en c'est elle premier. qui l'a dit, donc elle a le point. Voilà, c'est elle qui a le point. Bien Je joué. blâme les règles. Yo, la crew, on est ravis de te voir dans le chat. Si tu veux jouer avec nous, on fait un petit jeu sur la culture jeux vidéo, donc n'hésite pas à répondre toi aussi. Question numéro 2. De quel pays est originaire Lara Croft de la série Tomb Raider? Angleterre. Royaume-Uni. C'est Hélène qui l'a dit en Eh, premier. Ça doit être relou. J'ai dit un pays, elle a dit un état. Oui, bon, écoute, on va pas chipoter, Oh, elle a mon été Dieu. plus rapide. Je veux pas être Excuse-moi, chiant. je suis précise, Oui, monsieur. Angleterre. Je Bien suis joué. La question précise. demandait un pays. Je suis La précise, question demandait un monsieur. pays. J'ai dit un pays. C'est très bien. Ah, c'est bien, c'est bien. On voit que dans le chat, il y en a qui jouent aussi, c'est cool. Hey. Question numéro 3. Dans la série Hitman, un petit peu moins connu peut-être. Que représente le tatouage de code 47 qu'il a sur la nuque? Son numéro d'agent. Alors, Enfin, je vais donner les 3 propositions parce qu'il n'y a pas de proposition. Voilà. Réponse A, une croix. Réponse B, le numéro 47. Ou réponse C, un code barre. Un code barre. Code barre. Ouais, code barre, Effectivement, j'aurais c'est dit. un Ouais. code barre. Je savais pas, je me suis Bien juste joué, dit c'est le truc bien le plus joué, what the Coupa. fuck. Ouais, mais c'est stylé, tu vois, un C'est code barre. code barre. Genre, Vas-y. vraiment, c'est Il stylé. est chauve et il a le code barre derrière la nuque. En vrai, chaud Comme pour mon me faire papa quand on l'a tatouer acheté. un code barre, mais un jour code barre de bubble tea. Bon, con. Oui, tu avais raison aussi. C'était bien son prix au Super U. Il a pas de chance au supérieur, c'est le supérieur quand même. hein. Tu vas scanner tout de suite. T'imagines, tu bipes en sortant du. Ah, tu peux te faire biper. En vrai, il faudrait prendre un vrai code barre, ça serait drôle. Je veux pas Mais oui, tester. se faire tatouer un vrai code barre, en vrai, ça serait En marrant. vrai, ça pourquoi fait non drôle. Pourquoi t'as tatoué des choses toi derrière? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. J'allais raconter une anecdote, je Non. pense que je vais me taire. On en parlera plus tard. hein. Très bien. Donc pour le moment, c'est une égalité parfaite entre nos chroniqueurs et dans le chat. Écoutez, eh bien, on a aussi des hardcore gamers qui sont chauds patates. 4e question. Dans le célèbre jeu Pac-Man, donc le Pac-Man d'origine évidemment, de quelle couleur, quelle est la couleur de fantôme qui n'existe pas? Petit A, le rouge, petit B, le jaune, petit C, le vert. Le vert. Jaune. Bonne réponse. Comment de Merde. Lucie. Comment ça, il y a des Les fois couleurs Non, mais il y de en a en plus, base, il y a 3 fantômes, c'est Et- jaune, bleu et rouge. Et en plus, c'est pour une raison logique Allez. d'affichage. Voilà. Ah bah oui, tout on à est trop fait. cons. Oui. Bien joué Capu. Le taupe, le fuchsia, oui, effectivement. Le saumon violet. aussi. Non mais le saumon, écoute, voilà. Le garance. Le cyan. J'ai jamais vu de fantôme cyan. On est insupportable ce soir. La roue libre. Tout à fait. On devrait renommer l'émission La roue libre. Non, pitié. Très bien, très bien. Question numéro 5. Quelle célèbre console de Nintendo est sortie en 2006? Là oui. Là oui.
très bien joué, Léopold. Oh, Désolée, il était oui. J'ai dit ça avec la Effectivement. DS. mais Pareil. Je Eh savais. ben, justement, Bah oui. dans les 3 propositions, j'avais mis la DS pour vous mettre un petit peu le doute, mais effectivement, c'est la Wii qui est sortie. en J'ai eu la 2006. même réflexion, j'ai eu une seconde, genre c'est la DS ou la Wii. Alors, la GameCube, je pense qu'elle est quand même un chouïa plus vieille. Ouais, mais Pas tant que ça, hein. j'avais C'est pas- GameCube la dans la GameCube, tête. Je me c'est suis le dit, quatre- non. GameCube. Et le s'il vous GameCube, plaît, c'est un garçon. 90. C'est un garçon. 98, un truc Et comme ça, qu'est-ce c'est qui à te peine dit que ce plus n'est vieux. pas une fille? On dit le GameCube. Non, moi, c'est là. je trouve là, c'est plus joli. Ouais, mais- la GameCube. La ouais. GameCube. Et pourtant, on dit le, je t'assure. Eh ben écoute, Mais c'est ça la sera console. comme Attends, on dit le- en même temps, c'est on dit comme le les cube de jeu. NEM. Personne Oh, mais c'est la ne sait console. ça. Alors, Mais c'est la le flûte, GameCube, le je cube n'en de sais jeu. rien. Je ne sais pas en quelle année c'est sorti. Mais non, mais ce c'est n'est pas une console de Flûte jeu. parce qu'il a eu tort. Ah, flûte, pardon. J'ai cru que c'était... La flûte sortie en Oh moins là là 3000 là 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 dans là. la Grèce antique. C'est pas, il n'y a pas de Grèce antique en moins 3000. Allez, C'est pas grave, on enchaîne. allez, Zodo. Alors, question. On dit le GameCube, s'il vous plaît. Non, là. Non, dis-le. Là. Alors, question numéro 6. Comment s'appelle le héros de Metal Gear Solid Solid Snake. Bien joué. Mais dis non, mais donc, n'empêche, dis je donc. tiens à vous donner mes propositions parce que j'avais fait un truc, j'avais mis Oh, Solid, oh, le jeu de mots, pardon. Solid Snake, Solid Lake Ouais, ou ok. Solid Break. Je l'attendais. Hein. Waouh. J'ai été loin, hein, j'ai cherché, hein, tu vois. mes Waouh. réponses. Tant de réflexion, Incroyable. Un point pour Léopold, bien joué. Un point bien pour joué. Lara pour ses propositions. Yeah. T'aurais dû faire genre Solid Viper. C'est la fin de cette émission. On vous Non. attend dans 2 semaines. Non, je déconne. Alors, question. Oui, Snake, bien joué. Et solide car il est solide sur les appuis. D'accord, ok. Celle-ci est une drôle de blague. Oui, qu'est-ce que c'est drôle. Question numéro 7. Quelle entreprise a créé la Mega Drive? C'est Sega. Punaise, mais qu'il est fort! Mais il Oui, est c'est fort. ça. Ah là là. Ouais, C'est mais- Sega! J'avais proposé Sony, Nintendo ou Sega et tu as Quand même, la trouvé Mega c'est Drive, Sega. les gars. C'est Sega, bien joué. Question numéro 8. Sur quelle console était disponible le tout premier jeu Animal Crossing? GameCube. GameCube. Bah, Sur GameCube Oui. et sur Nintendo 64. Effectivement, bien joué. Bravo Thalès. Je t'avais dit que cette question elle était pour toi. Mais c'est le seul opus que je n'ai pas eu dans ma vie. Moi non plus. Alors que j'avais Oui, GameCube. la GameCube. Pas sur DS. Moi je n'avais Oui. pas, la GameCube. J'avais que C'est la le DS. C'est le, on dit. Allez, il reste que 2 questions. Ces deux dernières questions sont un petit peu plus compliquées. Attention. Alors ça, c'est parce que j'adore ce jeu. Petite dédicace aussi à quelqu'un dans le chat qui se reconnaîtra. Le jeu League of Legends est de type petit A, MOBA, MOBA. petit... Non mais Oui. c'est voilà. Waouh. Alors, question bonus. Donc pour Jean-Michel Régy, on a 1 point pour Léopold. Et j'accorde 1 point supplémentaire si tu arrives à me donner la définition de MOBA. C'est comme Dota. Mais Parce que Dota est un MOBA. Je vais dire un jeu de plateforme en 3D. oui, non, mais ça veut dire quoi? L'acronyme. MOBA. Multiplayer, online. Battle B. Arena. Voilà. Donc arène de bataille en ligne Je peux avoir un multijoueur. demi-point vu que j'ai chopé quand même 50% de... Non, Ok. non, je t'ai demandé la définition exacte, tu me l'as pas donné, Dommage. donc pas de points en plus. Tant pis pour toi. Dommage. Sinon, j'avais proposé MMORPG, donc Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Me porgue. Me porte. Me Qui porgue. est l'équivalent du jeu de rôle plateau, mais en virtuel, et le FPS, First Person Shooter. Donc, jeu de tir à la première personne. Voilà, c'était le petit point culture glissé subtilement dans le jeu. Dernière question avec Léopold qui est en tête. Je suppose que il va gagner. Oui, MOBA, bien joué aussi dans le chat. Merci Google. C'est une rediff. Non, ce n'est pas une rediff. C'est Non. du direct, mon petit. Léo, sur Bah, LOL, le une petit expérience. pote. Nous sommes en direct. Tout à fait. Dernière question. Et alors là, si vous êtes fan comme moi de joueurs du grenier, vous aurez peut-être la réponse. Quel est le jeu le plus souvent considéré comme étant le pire jeu de tous les temps? Ah, Sonic. non. Petit A, Aquaman sur GameCube. Non. Petit B, Superman 64 sur Nintendo 64. Petit C, E.T. l'extraterrestre Superman sur 64. Atari 2600,
Bien joué, oui, c'est Ah. E.T. J'attends de voir. J'ai envie de vous dire, c'est J'attendais de un voir ce que peu t'allais chacun proposer. à son appréciation quand J'allais même. voir ce que t'avais proposé parce que j'attendais le Zelda par exemple de Sony ou alors le. Ah, mais il y en alors avait pas mal. Comment Il y ça avait s'appelle Dragon Slayer. Dragon aussi. Slayer, voilà, j'attendais. C'est pour ça que je dis, c'est. Chacun son avis, hein. Effectivement, chacun son avis, mais quand tu regardes des classements, on va dire, il revient souvent celui-là, Ouais. est vraiment cité souvent comme un des. Non pas Tortue Ninja, parce que Tortue Ninja il est dur, mais il n'est pas mauvais en soi. Et oui, sur Atari 2600, J'ai bien bien joué. Superman est sorti dans le chat en premier, et oui. Mais Superman, il paraît. Bon, non, si Superman il est dur, il est moche, il est horrible, mais il est souvent cité dans les classements, mais moins souvent que E.T. l'extraterrestre. Et c'était une petite référence à Joueur du Grenier que j'apprécie beaucoup. Et donc E.T. l'extraterrestre. Et j'ai lu sur un site qu'en vrai, le jeu peut être fini rapidement si tu connais où est-ce que tu dois aller et tout, mais. C'est vraiment très moche et c'est pas jouable en fait, vraiment. Voilà, et bah écoutez, je vous félicite les enfants. Après, selon JDG, récemment, J'ai c'est gagné plutôt quoi Bubsy 3D le pire. T'as Pas gagné faux. des nouilles. J'ai Yeah. gagné Est-ce que j'ai gagné un Écoute, portrait numérisé non, je sais Non. ce que tu as gagné. Bien. Tends tes mains, mon enfant. Ouais Ah oui. Consécration. Alléluia. Voilà, Ah. c'est beaucoup là. Tu te sens mieux. Moment foudoir. Voilà, Autant c'est bon, dire on qu'il a- n'est pas malade. Hein, tout va bien. L'odeur. On a fait un heureux. Je sais pas si c'est l'alcoolisme qui m'a fait poser. Voilà, on Oh avance. là là. Allez, on avance On avance. Ce n'est pas une émission d'alcoolique. Hein. Faites-vous Allez, plaisir. passez à autre chose. là, C'est le jeudi ça sur la va. Néo TV. Alors, et ben pour le chat, vous avez gagné un gros bisou. Hein. On vous aime fort. Si vous voulez, on vous met un peu de gel hydroalcoolique. Mais la personne qui a gagné, je sais qui c'est. T'inquiète pas. On a compris, on a compris. On a compris. Hein. Tout le monde a compris. Il n'y a pas une âme qui n'a pas compris d'ailleurs. Sans transition. Eh bien, si tu es prêt, Ibrahim, on t'attend pour ta chronique cinéma. Alors, déjà, première question, m'entendez-vous bien? Parce qu'a priori, normalement, on m'entend et on vous entend. Ah. Ah. Ouais, tu bugs salement. Du coup, on parle. Du coup, ouais, on parle. Alors, hier, j'ai mangé des nouilles, justement, c'était très bon. Ah, sinon, on peut parler à quel point la saison 4 C'est de pas des Suzuki était sujets. décevante, Non, on n'en hein. parle pas, on n'en parle pas. Elle était vraiment décevante, genre. Ça ressemble à deux robots. Ça frétille. Les robots nous ont envahis. Ah non, mais c'est parce que c'est un poisson. Vous Nous avez ont confondu. envahis. Envali. C'est Ne bien vous écrit. moquez pas, c'est pas Non, bien. c'est bien écrit. Moi, je trouve ça joli Non, comment alors, c'est attends, écrit. attends. Phonétiquement parlant, c'est bien écrit. Il y a un truc qui m'a fait sauter dans le chat. À Skip, celui qui a gagné doit sauver le cochon. Parce que c'est transformé en restaurant. Tout à fait. Voilà. Une pensée au cochon. Toi, baisse le son. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Le cochon, le cochon. En tant qu'un A. Mais non, en tant que Lara. Un A. Ah, Ah, en tant que- putain, non mais yo. Moi, j'y suis Meuf allée super égocentrée, quoi. en tant que 1A. Je suis pas allée, ouais. En tant que 1A, l'année dernière, j'y suis allée. Je peux vous assurer que c'était les plus belles soirées de ma vie. Oui. Ça me manque terriblement. Le cochon. Et je pense que le corona, il nous a empêchés d'aller au cochon pendant 1 an. Et ça, c'est un problème, mes aïeux. Ça, c'est un En problème. vrai, c'est pas C'est grave, hein. notre problème. Exactement. Et du coup, ouais, transformé en restaurant. Mais c'est sûrement très bon et on Mais va est-ce- continuer à y aller. Mais est-ce que ce sera un restaurant genre la Calabraise en mode restaurant, mais on va quand même s'y brûler la gueule? Ou est-ce que c'est restaurant en mode vrai resto, quoi? Mais qu'est-ce genre c'est Est-ce que je suis le patron? Les Non. anciens. Merci les anciens. N'hésitez pas à poser des questions, parce que pour le coup, c'est le moment. Un Voilà, petit moment c'est, avec le chat. Ce qu'on appelle un stream blabla. Bon, bah, du coup, Ah bah attendez, Ah bah. on Oh va Du coup, avoir on un retourne. petit changement de place, donc Je m'en transition. Transition, oui, c'est la transition. Je suis enfin là. Oui,
Comment un j'en peu fais compliqué, mais on Petit s'en échec de notre sort. part, mais Vous en faites pas. Un bon JDS ne serait pas un bon JDS sans problème technique. C'est vrai. JDS, qu'est-ce que tu vois quoi Alors, JDS, il faut que tu définisses. Non, parce que c'est JT. Oh, elle est perdue. jeu de société peut-être, t'es encore Ouais, matrixé de par le société, jeu de rôle. Pardon, excusez-moi. Alors, moi, cette semaine, je vais vous parler de cinéma, évidemment. Ça, vous vous en doutez. Mais je vais surtout vous parler de western. Parce que le western, c'est un genre que moi, j'ai beaucoup apprécié étant enfant, parce que mon père était fan de ce genre cinématographique. Et du coup, j'ai décidé de vous retracer rapidement l'histoire du western et ce qui a fait sa légende dans le cinéma aujourd'hui. Alors déjà, le western, qu'est-ce que c'est ? Au départ, en fait, c'est une ligne tracée par l'État américain à la fin de la guerre pour la conquête de l'Ouest. Donc c'est une ligne qui marquait vraiment l'Ouest des États-Unis. Et il se trouve que cette ligne a été créée 4 ans avant l'invention du cinéma. Donc évidemment, les premiers films américains, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eux, ils s'inspiraient de faits réels, parce qu'au cinéma, on n'avait pas encore l'idée de superproduction. On se disait, on va créer des films sur des sujets Sur ce qu'on d'actualité voit, pour eux. bien sûr. Et ce qu'ils ont connu, justement, c'est les Indiens, c'est la conquête de l'Ouest. Et donc les westerns, en fait, ça vient de là, et c'est devenu très populaire au début du cinéma, grâce notamment au Buffalo Bill Wild West, qui est un show, pour le coup, pas cinématographique, mais qui était fait par Buffalo Bill et qui fonctionnait très bien. Et du coup, au cinéma, ils se sont dit, on va reprendre les mêmes codes et on va mettre ça sur image. Et donc, le premier western, c'est Le vol du Grand Rapide, qui est en fait un petit film de 12 minutes, mais qui retrace l'attaque d'un train par un bandit qui se fait ensuite rattraper, évidemment, par les shérifs et la patrouille. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit que les gens ils viennent au cinéma plus pour une expérience, parce qu'ils ne connaissent pas le cinéma. Il faut bien se rendre compte que pour eux, voir des images animées de ce qu'ils connaissent, ça leur paraît complètement délirant. Et du coup, en fait, il y a par exemple pas mal de gens qui s'évanouissent sur la scène finale, parce que sur la scène finale, ils tirent vers l'écran. Et beaucoup de gens ont pensé qu'ils allaient se faire tirer dessus inconsciemment, parce que ils sont trop habitués à ça. Et donc ils sont trop sensibles. Et alors c'est le début du genre western avec ce film, mais c'est surtout un début qui est marqué par 2 cow-boys. Donc William Hart, c'est une personne qui est l'acteur du coup du film, mais qui a vraiment vécu cette conquête vers l'Ouest et qui veut en faire un sujet sérieux. Et en face de lui, il y a un autre acteur qui lui veut vraiment faire du show, c'est-à-dire avec des cascades, des costumes excentriques, du divertissement, tout ça. Et lui, il a une vision totalement différente. Et alors, au milieu des années 20, ce qui conquit vraiment les salles et le cinéma, c'est justement ce genre western, parce que les films sont peu coûteux à produire. Globalement, ils arrivent à produire un film en 1 semaine. Aujourd'hui, quand on voit que c'est des années, on se dit qu'effectivement, c'est différent. Ils filment globalement en une prise leur vie quotidienne ou presque. Il n'y a pas de casting en fait, il n'y a pas de... Il y a un casting parce qu'il y a des acteurs, mais tout est réglé en 1 semaine. Le film sort, il a 3 diffusions en salle et on passe à un autre film. D'accord. Donc c'est très rapide. Mais pourtant, du coup, la contrepartie, c'est que il a mauvaise presse, parce qu'on dit que c'est des films qui n'ont aucun intérêt, qui sont cheap, qui sont faits juste pour gagner de l'argent par les producteurs, puisqu'ils ne coûtent pas grand-chose. C'est donc le MCU de l'époque. Oui. Et du coup, ils ont assez mauvaise presse. Parce qu'en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, les westerns ne s'appuyaient pas du tout sur le mythe du gentil blanc contre le méchant indien. Au départ, les Indiens étaient très amis avec justement les personnes qui venaient de l'Ouest, enfin de l'Est, et ils vivaient pacifiquement. Sauf qu'au cinéma, ça plaisait pas tant que ça, parce qu'on voulait voir des méchants, des gentils. C'était plus simple, c'était trop compliqué pour l'époque. Et c'est comme ça qu'est apparu le western tel qu'on le connaît dans son âge d'or, où il y a le soldat blanc qui vient à la conquête de l'Ouest et qui se fait attaquer par des Indiens. Et c'est justement avec ce mythe-là que dans les années 40-60, on arrive à l'âge d'or du cinéma, avec l'âge d'or du western, avec La Chevauchée Fantastique, qui sort en 1939 et qui est produit par John Ford. Donc pour ceux qui connaissent le cinéma, John Ford, ça deviendra la plus grosse pointure
probablement en tant que réalisateur de cinéma. Et John Ford, sa particularité, c'est qu'il fait un film avec un gros budget, qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu jusque-là, mais un film où on a un cow-boy, cette fois vraiment un personnage très charismatique, qui est John Wayne. Donc il y a 2 gros acteurs, globalement, de cow-boy, c'est John Wayne et un acteur qu'on verra après, qui justement incarne à merveille ce personnage qui se bat contre l'Indien qui cherche à attaquer sa diligence. Donc, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu et que vous supportez les films en noir et blanc, je trouve qu'il est magnifiquement réalisé. Ce film, franchement, ça vaut le coup de le voir. Et puis aussi, on aborde petit à petit des thèmes un peu plus sérieux. Par exemple, à l'origine, on avait tout ce qui est la charge héroïque, le train sifflera 3 fois, la prisonnière du désert, qui sont des westerns qui marchent très bien, mais qui sont basés toujours sur ce mythe. Et on en arrive petit à petit, dans les années 50-60, à des westerns tels que ceux de Davy Crockett, enfin celles telles que Davy Crockett, qui est un western, où on commence à remettre en question le fait du bien fondé de la conquête de l'Ouest. On commence à avoir un avis moins tranché. On commence à parler de racisme, de ségrégation, en disant que c'est pas parce que c'est des hommes à la peau rouge qu'il faut les exclure et les tuer. Et du coup, ça commence à être beaucoup plus intéressant parce que on arrive à des films qui parlent un peu de politique et de la politique du pays. En fait, les films, ils ont évidemment évolué avec leur temps. C'est-à-dire qu'on était d'abord dans l'euphorie de la conquête et après on s'est posé des questions. Est-ce que c'était fondé? Est-ce qu'on n'a pas tué des Indiens pour rien? Et ainsi de suite. Et alors le western, à partir des années 60, le problème c'est que il plaît plus beaucoup parce que beaucoup de genres sont apparus. On est capable de faire les premiers effets spéciaux et ainsi de suite. Donc le western, c'est une époque révolue. C'est un peu 60 ans en arrière. Et on a l'impression à cette époque que le western il va s'arrêter, sauf qu'en fait non, parce que il y a un réalisateur italien, Sergio Leone, qui est aussi un des grands réalisateurs du western, qui crée le western spaghetti. Alors pourquoi le western spaghetti? C'est parce que c'est le western italien, c'est un peu raciste, mais c'est comme ça que les Américains l'ont appelé. Et Sergio Leone, il crée un film qui s'appelle Pour une poignée de dollars. Et il y a beaucoup plus de violence, une manière de filmer unique, des plans travaillés, et toute une ambiance tendue où les choses se déroulent beaucoup plus lentement. Dans les westerns d'avant, c'était une histoire assez rapide. Il n'y avait pas d'état d'âme de personnage. Là, on a une histoire qui avance très lentement, mais qui du coup est beaucoup plus violente quand il y a des scènes de violence. Et les critiques, elles vont descendre ce film parce qu'elles considèrent que c'est pas du tout du western, c'est très mauvais, c'est italien. Sauf qu'en fait, le public, il va adorer. Parce que ça ressemble plus au film de l'époque. Et du coup, on a là le deuxième acteur qui émerge, qui est Clint Eastwood, qui est l'acteur probablement le plus emblématique, parce que John Wayne était déjà un peu vieux. Donc ceux qui connaissent le western de notre génération, je pense qu'on connaît surtout Clint Eastwood. Et Clint Eastwood, il joue justement dans Pour une poignée de dollars, et Pour quelques dollars de plus, qui est la suite de ce film. Et la fin de la trilogie, on en arrive au Bon, la brute et le truand, qui est le western le plus connu, parce qu'il est un peu justement la consécration de ce genre et des films de Sergio Leone. D'ailleurs, c'est marrant de noter que, en fait, d'abord, Pour une poignée de dollars, c'est une reprise d'un film de Kurosawa, qui est un réalisateur japonais qui est incroyable. Et c'est une reprise de son film qui s'appelle Le garde du corps. Du coup, en fait, c'est totalement pompé d'une histoire japonaise qu'il a juste adaptée à la mode cow-boy. C'est ça, donc une histoire de samouraï qui passe en mode C'est un peu ça. D'accord, On translate les samouraïs en cow-boy et on raconte globalement la même trame d'histoire. Et du coup, on en arrive justement à ce film qui est l'apogée du western. Donc, c'est un moment où c'est la fin de la ruée vers l'or et on arrive justement on s'essouffle, on se dit, on va se terminer. Et l'essoufflement final, mais qui est le western le plus magnifique en termes de plan en tout cas, c'est Il était une fois dans l'Ouest, qui est sorti un peu plus tard,
et qui met en scène des cow-boys qui sont confrontés à un monde qui change à la fin en fait de leur époque justement. C'est un film qui met en exergue le fait que le cow-boy il a plus sa place dans la société américaine des années 70, 80. Ça n'a plus de sens. On peut plus faire sa propre loi, on peut plus même se balader à cheval. Les automobiles, c'est devenu la norme. C'est les Donc temps modernes, en fait. c'est ça. Et tout ça, ben, ça montre les états d'âme d'un cow-boy qui ne trouve plus sa place dans la société. Et c'est surtout avec une musique absolument sublime. Et d'ailleurs, on peut noter que certains cow-boys préféreront mourir que s'adapter au nouveau monde dans l'histoire. Bon, de toute façon, je spoil parce que c'est des films qui sont très vieux. Voilà. Et alors, moi, ce genre, la raison pour laquelle je l'aime, c'est que c'est un film qui est parfois lent, mais je sais pas, c'est un souvenir d'enfance où on découvre vraiment. C'est un peu l'archétype du gentil et du méchant, mais moi, c'est comme ça que j'ai appris les histoires des États-Unis, l'esprit américain, tout ça. Et l'esprit de la conquête de l'Ouest, dans les westerns, ça transparaît vraiment. Et moi, j'ai adoré ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des westerns, parce que c'est un peu vieux, mais je vous conseille vraiment de regarder. Il était une fois dans l'Ouest, où pour commencer, Le Bon, la Brute et le Truand, c'est une bonne entrée, mais c'est pas le plus waouh en termes de plan, en termes de réalisation. Alors, je sais pas si vous en avez vu des westerns, Oui. peut-être. Oui. Moi, le Bon, la Brute et le Truand, je l'ai vu, je l'ai étudié en cinquième. Ah. Voilà. Cette cité, je les avais vus aussi durant mon enfance. J'avais une famille, un grand-père en particulier, très fan de western. Donc, de la même manière, c'était ça nos samedis soirs à 8 ans. Ouais. Mais moi, franchement, c'est des films que j'adorerais toujours. Enfin, ça plaît pas à tout le monde parce que c'est vraiment des films assez violents et assez basiques, au sens où ils ont une trame d'histoire assez linéaire. Mais par contre, scénaristiquement et la musique est absolument incroyable. Bien sûr. Enfin, on a, je sais plus, j'ai un problème. Comment il s'appelle, le compositeur qui est mort cette année, enfin l'année dernière, en 2020, qui est le plus grand compositeur de musique de cinéma. Peut-être que vous pourrez retrouver son nom. Recherche en live. Mais si vous connaissez forcément ces musiques, je pense juste que vous ne savez pas que ça existe. Et du coup, pour finir, le cinéma est mort avec la mort, justement. Ennio Morricone, voilà. Je dirais que ce genre est terminé aujourd'hui, il est un peu révolu, même si on a des films comme Inglourious Bastard et des films qui reprennent un peu ces codes. Django Unchained. Django, totalement, mais Django, ça présente pas un véritable western, ça présente juste quelque chose qui y ressemble. Bien sûr. Et l'esthétique, en fait. C'est ça. en tout cas, ce qui est resté du western, et bien, en fait, si vous voyez la scène de La Bon, la Brute et le Truand où les trois se visent, Oui. et ben vous retrouvez cette scène dans énormément de films. Dans Pirates des Caraïbes, dans, je sais pas, par exemple, Reservoir Dogs, dans le film Hitman. Vous l'avez partout, cette triangulaire celle qui s'appelle l'impasse mexicaine, où trois personnages sont un peu dans l'impasse de qui va tuer qui, et est-ce qu'on n'a pas intérêt à discuter. C'est vraiment le truc qui est resté le plus... Un petit commentaire pour toi, mon ami. Alors, les westerns de Monegro, est-ce que tu as un titre? Parce que comme ça me dit rien, mais je pense que... Enfin, je crois avoir fait le tour du genre récemment, justement, pour me redocumenter. J'ai peur que ce soit un troll. Donc, Ah, d'accord. je ne sais pas. Voilà. Voilà. En tout cas, si vous avez l'occasion de regarder des westerns, vraiment prenez-le comme une image de la société américaine des années 1800 et c'est vraiment incroyable. Évidemment, je me disais bien. Je le sentais venir. Hein. Mais c'est marrant parce que sur les westerns, quand tu regardes par exemple le dernier film de Clint Eastwood, enfin pas le dernier, mais le dernier grosse réalisation de Clint Eastwood qui se nomme American Sniper. Oui. Tu retrouves beaucoup des codes westerniens dans American Sniper, donc adaptés au temps moderne finalement. Bah oui, bien sûr. C'est un genre, surtout Clint Eastwood, il a été acteur pendant longtemps dans les westerns, donc il transmet sa passion et sa façon de voir les choses à travers son film. Et faut avouer que ces films sont plutôt réussis. J'avais beaucoup aimé. Bon, t'as tous les clichés américains, évidemment, en particulier en Afghanistan, mais j'avais beaucoup aimé. C'est vrai qu'on retrouvait une esthétique, un code finalement modernisé, mais qui
transpirait la tradition et c'était assez agréable à voir. Ouais, bah notamment le film Impitoyable aussi, qui est son dernier western qu'il a réalisé et dont il est acteur. C'est vraiment la fin des cow-boys. Enfin, le film met en scène vraiment la fin des cow-boys. C'est totalement sa vision à lui de la fin du genre. Alors après, il est franchement pas incroyable, mais c'est le point d'orgue du western. Et du coup, pour rester dans la thématique film, on va passer, je pense, au débat, Oh, la qui est... transition. Je vous laisse annoncer le thème. Eh bien, il faut que notre très cher Capu revienne pour cela. Il est vrai. Mais merci Alors je beaucoup. vous quitte. Et merci Ibrahim pour cette super chronique, cette belle histoire. Et puis, rebonjour Jean-Michel Révy. Capu revient. Quelle belle entrée en champ. Yay. Vous avez pas vu, mais parce que c'était hors champ, mais elle nous a fait un petit papillon, c'était absolument adorable. Si cute. Très bien. Eh bien, Capu, dis-nous, quel est le sujet du débat d'aujourd'hui? Nous sommes à 1h06 d'émission, donc petit débat aujourd'hui. Je pense Oui. qu'on ira assez vite. Ouais. Alors, surtout que je pense qu'en vrai, on a des avis assez tranchés sur la situation. Donc voilà. Pour ou contre le fait que les films sortent sur Internet, sur Netflix, etc., sans passer par la case cinéma. Vous avez bien compris, aujourd'hui, on va parler de la chronologie des médias en France. Mais je pense qu'avant tout, nous allons faire un tout petit point pour être bien sûr qu'on parle bien de la même chose, notamment pour nos téléspectateurs, je sais pas si nos voyeurs. Donc, la chronologie des médias, c'est quoi? C'est une loi en France qui permet au cinéma de survivre, concrètement. En tout cas, c'est l'objectif de la loi. Et c'est une loi qui interdit la diffusion de films de telle ou telle manière en fonction de depuis quand le film a reçu son visa d'exploitation. Donc, dès que le visa d'exploitation, le film là, il peut aller en cinéma. Ça, c'est facile. Ensuite, si on part du principe que le film a fait plus de 100 000 entrées après 4 semaines d'exploitation, sinon les délais sont un peu réduits, mais pas grand-chose honnêtement, ça fait 4 mois avant que ça soit vendu en DVD, jusque-là ça va, 8 mois avant qu'elle soit disponible sur Canal+ et OBS. Pourquoi? Parce que c'est une télévision payante qui a un accord avec les organisations du cinéma. Donc, Canal+, OBS. Ensuite, 17 mois avant la deuxième fenêtre payante, c'est-à-dire c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, les télévisions payantes de cinéma, donc grosso modo, si tu dois faire un abonnement pour une télévision comme pour Canal+, c'est possible. Et il faut attendre 17 mois pour voir le film. 17 mois aussi pour les vidéos à la demande par abonnement de plateformes dites vertueuses. Donc, j'ai pas d'exemple, mais vertueuse, en gros, c'est il y a des règles d'engagement assez strictes avec la compagnie, s'il peut donner un maximum de tunas au cinéma français. Grosso modo, c'est ça. 22 mois avant la première fenêtre gratuite, c'est-à-dire que tu peux regarder le film au cinéma gratuitement sur TF1, France Télévisions, M6, etc. 30 mois avant qu'il y ait la deuxième fenêtre gratuite, c'est-à-dire que n'importe quelle chaîne, finalement. Non? Ok. Non, c'est le même Continue. que depuis tout à l'heure. Ok. Et ensuite, nous avons 30 mois avant les plateformes de vidéo à la demande dites non vertueuses, mais attention, qui ont signé un accord avec les organisations de cinéma. Ensuite, nous avons 36 mois, et c'est en général ce petit point-là qui énerve un peu les gens. Donc 3 ans, finalement, avant qu'on ait la possibilité de voir ce film sur une plateforme de vidéo à la demande dite non vertueuse, donc Netflix, Disney+, Amazon Prime, vous les nommez, et 44 mois avant qu'on puisse voir cette vidéo de manière totalement gratuite. Je te coupe la piscine, effectivement, je viens de vérifier, ça grésille un petit peu. C'est bon? Voilà, donc je viens de refaire toute la vidéo. On va recommencer. Non, mais on va pas recommencer, c'est trop long, c'est un peu chiant, et puis si j'ai besoin de faire le point, je vous interromprai de manière intempestive. Voilà, pour le dire. Très bien, très bien. Donc, du coup, est-ce que tu peux juste rappeler un petit coup la question? Ouais, parce qu'on a histoire- carrément Donc la oublié. question, c'est pour ou contre le fait que les films sortent sur Internet, sur Netflix, sans passer par la case cinéma. Point. En temps de, je précise, en temps de Covid et en temps de non-Covid, faisons bien la différence entre les deux parce qu'évidemment, la situation n'est pas la même. Oui. Tout
Qui veut commencer? Je crois que Léopold levait la main de manière un peu discrète, mais pas trop. Je suis très contre à l'idée que ça sorte. Et mon avis est très tranché. La chronologie des médias, si elle existe, c'est pour une raison évidente. C'est parce que lorsqu'on achète un ticket pour aller voir Avengers Endgame qui fait des millions d'entrées, c'est pas Disney qui récupère la totalité de ce que le ticket a coûté. Ça va être la salle de cinéma en question, donc on va faire vivre la salle, mais ça va être aussi la totalité du cinéma français. Tout à fait. Et En même- fait, chaque pourcentage de tickets, le CNC en récupère pour financer tous les autres films. Donc, Donc, le CNC, qu'est-ce que c'est? Non, Le mais CNC, le partons du principe qu'on parle à des gens qui ne Centre connaissent pas. National, bref, c'est le Du truc qui- cinéma, bref, c'est les gens qui C'est- financent le cinéma. C'est ça. Donc concrètement, ce ticket pour Endgame qu'on va tous acheter, parce que acheter un ticket pour Endgame, c'est vrai que c'est plus fun, dans le sens où genre on va avoir des gens qui vont y aller que acheter un ticket pour Grave, même si j'ai préféré Grave à Endgame. On a compris, Léo. Non, mais c'est bon, nous n'avons pas besoin de ton Struggle avis. point. Et du coup, le point est que simplement, c'est la chronologie des médias est non seulement une bonne chose, mais elle est surtout une chose nécessaire pour la survie d'un cinéma français. Sinon, on se retrouve avec un cinéma aseptisé comme on a aux États-Unis, où en effet seulement les grosses productions sortent et percent, même si je ne dis pas qu'il n'y a pas de petites productions indépendantes aux États-Unis, loin de là. Hein. Mais ça se raréfie, ça s'aseptise, ça se lisse. C'est moins fun et c'est comme ça qu'on retrouve avec des boosts comme j'en parlais la semaine dernière, comme le premier Justice League de 2017. C'est en partie à cause de ça, c'est car on veut converger les ventes vers ce qui va vendre le plus, on ne prend plus de risques, on ne prend plus d'initiatives. Si on assure une plateforme, un parachute financier qu'on fait grâce notamment à la chronologie des médias, alors on fait vivre le cinéma à tout niveau. Par contre, est-ce que ces temporalités sont dépassées? Oui, probablement, parce qu'elles n'ont plus grand sens. Mais elles sont nécessaires. Alors, moi, j'ai juste une nuance à apporter. Je pense que je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où, effectivement, faisons vivre le cinéma français, c'est important. Mais est-ce qu'on finance que des bonnes productions avec? Ça, c'est un peu... J'ai envie de dire, est-ce qu'on donne vraiment la majorité de l'argent à des productions de qualité? Parce qu'il faut savoir que sur le budget total que le CNC possède à la fin de chaque année, grâce à ça, il y a beaucoup d'argent. Et il n'y a pas forcément beaucoup de films qui sont demandés à faire. Et, sauf que si le CNC ne donne pas tout son argent, c'est de l'argent qui ne sera pas réinvesti pour d'autres films plus tard. Donc en fait, c'est de l'argent perdu, grosso modo. Et du coup, est-ce que par hasard, on n'investirait pas dans des films qui sont un peu moyens? Je ne citerai pas des films, mais je pense qu'on a tous un film français en tête qui était pas ouf. Après, Capu, le problème, c'est que avec un système comme ça, soit tu donnes à tout le monde, soit tu donnes à personne. Mais tu peux pas faire de sélection et dire je vais donner à un tel et je vais pas. On ne peut pas mettre en place une police du bon goût. Voilà, c'est ça. Ouais. En gros, faudrait juger avant que le film sorte et enfin, ça serait pas de donner sa chance à tout le monde. Et en vrai, je pense pas, même si oui, effectivement, quand t'investis de l'argent dans un truc qui est pas ouf, ben tu te dis bon, ben voilà. Mais tu peux pas. Tu peux Mais vraiment t'es obligé pas de faire de la exiger, en fait. sélection de base quand tu fais un investissement, mais peu importe l'investissement, Oui. tu fais de la sélection sur les investissements. Certes, mais surtout que les films pas ouf dont on parle, c'est ceux qui derrière, malheureusement ou heureusement, ça chacun le voit comme il le souhaite, mais c'est ceux qui vont apporter. Moi, je vais en citer un, on va prendre Aladdin. J'ai détesté Aladdin avec Ah, moi Aladdin. aussi. Qui a aimé Aladdin? Mais quel Aladdin a été incroyablement rentable. Et tout cet argent qui est rentré, c'est aussi de l'argent qui est rentré dans les caisses du CNC. Aladdin a rapporté beaucoup plus d'argent au CNC qu'il en a coûté. Donc est-ce que investir de l'argent dans un Aladdin qui va permettre, en fait, après coup, d'en investir dans beaucoup plus de films indépendants? Non, mais nous sommes en débat, j'ai envie de dire. Oui, mais après, tu peux pas faire de sélection dans la culture, tu vois, ni même dans les idées. Donc, il faut laisser libre cours. Mais quand tu lis l'imagination un à tous. scénario, tu lis les choses. Enfin, il y a une différence entre faire un choix sur une idée, genre, tiens, je vais faire un film sur un arbre, et que tu dis, non mais je vois un arbre. Donc non mais ce que je veux dire, c'est une différence entre interdire la production d'un film sur un arbre, alors que comme seule information que tu possèdes, c'est un arbre, je veux effectivement interdire sa production, ou en tout cas ne pas la financer. C'est complètement stupide parce que tu n'as aucune information sur le projet. Mais quand tu as le scénario, tu vois où Mais ça va. C'est tu vois. subjectif. Mais voilà, il y en c'est a ça, qui ouais. ont kiffé Aladdin. Oui. Enfin, nous, on a trouvé Oui. que c'était un gros navet, mais je suis certaine Mais oui, il y a des gens qui ont qu'il y a adoré. des gens qui ont adoré. Voilà. Preuve en Donc, est, il a fait en il a vrai, fait c'est énormément trop- d'entrées, C'est hein. trop subjectif. Tu peux pas couper les.
Non, vraiment, c'est pas possible de faire un truc comme ça. Genre, Ouais, mais le problème, c'est que au bout d'un moment, si un jour le CNC se retrouve à avoir peu d'argent, et honnêtement, ça risque d'arriver, parce qu'avec le coronavirus, forcément, ils ont eu beaucoup moins d'argent que les années précédentes, ils vont être obligés de faire de la sélection, de toute façon. Bah, je pense. ils donneront moins à tout le monde, c'est tout. Non, mais au lieu de faire une sélection, c'est revoir le financement et justement cette chronologie. Comme le disait Léopold, peut-être qu'aujourd'hui, cette chronologie est dépassée. Parce que quand on arrive à 3 ans sur Netflix et ce genre de choses comme ça, alors que clairement, ça a connu un boom phénoménal avec le corona, bah, peut-être revoir tout ça, revoir les engagements avec les entreprises, ça peut aider. Et donc, justement, on n'ira pas jusqu'à cette sélection qui, de toute façon, est complètement subjective. Je pense qu'il faut juste revoir la chronologie. Et déjà, je pense le plus gros problème avec ça, c'est que on n'en parle pas assez, je trouve, et c'est assez méconnu. Et en plus, comme la première chose qu'on a dit, c'était compliqué, alors que ça ne devrait pas être compliqué. Donc, je pense qu'il faudrait plus en parler, parce que moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard dans ma vie, quand même, la chronologie des médias. Donc, il faudrait mettre plus de lumière sur ça et comprendre mieux la chronologie et la mécanique du truc, parce que je pense que c'est assez flou pour certaines personnes de dire « Ah, il faut que j'aille au cinéma pour donner de l'argent à Trucmuche, parce que ça donne du truc. » Il faut plus en parler, je pense, et merci à ce débat. Merci la personne qui a proposé ce débat. Qui est Ibrahim. Merci. Qui est Ibrahim. Mais d'autant plus que, pour en revenir sur l'importance de la chronologie des médias qui a beau être dépassée, elle reste à mon sens fondamentale. Laisser un film disponible le jour J en SVOD, comme ce sera probablement le cas par exemple de Black Widow bientôt, c'est s'assurer que tout le monde dans l'histoire va perdre de l'argent, pour la simple et bonne raison que dès que tu proposes un film en SVOD, l'heure qui suit, il est disponible en téléchargement illégal. Et là, c'est tout le monde qui perd de l'argent. C'est pas que les salles de cinéma, c'est pas que les maisons de production, mais c'est aussi les plateformes de SVOD où les gens vont se dire pourquoi je payais alors que dans 1 heure plus tard, il sera disponible en torrent. Franchement, pour dire ça, quand t'as envie de pirater, tu pirates. Hein. Très franchement, je pense que tout le monde a déjà vu un film d'une personne qui a filmé l'écran du cinéma et qui l'a mis sur... schlag, ça. C'est schlag. Moi, je le fais Mais pas. je suis désolée, j'ai déjà vu des films comme ça. Et oui, le téléchargement illégal, c'est Bravo. pas bien. Félicitations. Mais j'ai consommé du légal. C'est pas bien. Tu consommes de l'illégal. J'ai consommé Bah, dis l'illégal. donc. C'est du passé. Bah, dis donc. C'est du passé. Bah, dis Mais- donc, mais ça bon, va. La présidente de Pixel a regardé des films illégalement. Ouh. La vraie Et elle question, c'est qui ne l'a consomme. pas fait. Non, mais c'est tout ça pour dire, si t'as envie de pirater, tu vas le faire. Donc, dire si on le met sur les plateformes internet directement, ça va plus pirater. Bah non. Il y a quand même un côté très dissuasif entre moi, un film caméra à la main, un film comme ça, je ne peux pas le voir. Oui, tu mais il y a vois. des gens qui n'ont pas de race comme moi, tu Oui, vois. mais ça limite, tu vois, ça limite. Moi aussi, parfois, je télécharge des films comme beaucoup de gens. Mais je sais que moi, je le ferai jamais. Donc forcément, les connards comme moi, ça les limite, ça les élimine de l'addition. Oui, mais vous Alors, n'êtes pas beaucoup les- dans le panier, en fait. Les Bon, en enfants, vrai, je on trouve va qu'on est pas peut-être mal, se hein. recentrer un petit peu. Alors oui, moi j'avais une question et finalement je l'ai oubliée parce que vous parlez beaucoup. Ah oui. Je Ah pense- si, Yes. je disais, si, c'est pour la question. Est-ce que quelque part, il faudrait pas aussi permettre au cinéma de donner une meilleure expérience, dans le sens où je suis tout à fait d'accord sur la chronologie des médias, etc. Mais est-ce que c'est normal que les gens trouvent plus leur compte à aller regarder sur un petit écran, voir s'ils ont énormément de chance sur une belle télé un film, plutôt que de le voir dans une grande salle? Est-ce que quelque part les salles de cinéma n'auraient pas loupé un coche d'amélioration du matériel, Mais je vois pas. de meilleure expérimentation? Est-ce que quelque part il n'y a pas un truc à faire? Moi, tu vois, s'il y a un truc qui me manque en ce moment, c'est depuis. Moi, avant, j'allais au cinéma une fois toutes les 2 semaines. Et franchement, c'est une ambiance, c'est quelque chose d'aller au cinéma quand même. En vrai, Puis, pour les enfin, premières, je sais je suis pas. d'accord. je sais Pour pas. les premières, il y a quelque chose, mais quand tu sors de la première, quand tu tombes sur une salle à moitié vide, pas vraiment. En première, oui, on est tous là devant la salle de cinéma, on est tous chauds parce qu'en plus, on est tous
archi fans du film qu'on va voir, donc on est trop contents. Donc il y a un truc pour les premières qui, je pense, si elles sont effacées du cinéma, c'est complètement stupide parce qu'il y a un vrai bail. Mais par contre, quand tu sors de la première et que t'attends genre 2 semaines après la sortie du film, que finalement vous êtes 3 dans la salle, 5 si vous avez de la chance, 7 si c'est un film archi connu, est-ce que vraiment c'est mieux de le voir au cinéma que de le voir en termes d'expérience client purement? Bah, en fait, je pense que la chose qui décide plus les gens de regarder chez eux, c'est déjà se déplacer. Il faut se déplacer et parfois, en fait, personne ayant vécu en campagne, tu as un cinéma, je sais pas quel kilomètre, il faut une voiture. Les bonnes séances, c'est le soir, donc il n'y a plus de bus, donc déjà tu peux pas y aller. Et aussi, le truc, c'est qu'il y a des gens bruyants dans la salle et les gens qui mastiquent de façon ça me décide de rester chez moi. Donc je pense que c'est des choses qui ne sont pas inhérentes même au cinéma, et c'est des choses autour, et donc du coup c'est plus l'accessibilité et les gens autour de toi, donc des trucs qui peuvent aussi. Bah, en soi, en France, c'est pas si cher que ça. En France, en vrai, quand tu compares aux autres pays, c'est pas si cher, mais c'est cher. Mais c'est cher parce que c'est cher, encore plus cher partout, finalement. C'est un peu cher parce que c'est du divertissement et en fait ça nous fait chier de devoir dépenser de l'argent pour un film alors que la télé c'est gratuit, des trucs comme ça, mais c'est juste un budget qu'il faut mettre et en soi ça vaut la peine. Alors qu'en plus, on est tous les premiers à lâcher les mêmes 9 balles pour une pinte. Hein. Voilà, déjà. Pinte qui coûte excessivement moins cher en supermarché. Tu vois, c'est quand même. Enfin, moi je suis assez d'accord, mais je suis un très. Moi, je vais jamais remplacer la salle pour rien au monde. Et voilà, ça vaut le coup. Le jour où on vaut la chandelle, on a la chance en effet d'avoir un des cinémas les moins chers au monde. On n'en profite pas assez. Et vraiment, c'est moi le premier d'ailleurs. Et c'est Mais là, pour en profiter, c'est un peu dur, mais. Mais il faut déjà qu'à la seconde où ça réouvre, oh là là, je fais un camping au cinéma. J'installe Parce ma que- tente à Beaugrenelle. Moi, Personne perso, ne va aller. la seule raison pour laquelle j'allais au cinéma, c'est à cause de la chronologie des médias et parce que je savais que si j'allais pas voir le film que je voulais voir, bah j'allais pas le voir avant 3 ans et ça me faisait chier. Alors, notamment La Reine des Neiges 2, je voulais absolument le voir et je me suis dit si je le vois pas là maintenant, je le verrai pas en fait. Et ça m'a saoulée. Et c'est la raison pour laquelle je vais au cinéma. Mais est-ce que c'est pas un problème en soi que la seule raison pour laquelle moi j'aille au cinéma, et je pense beaucoup de gens, mine de rien, c'est à cause de la chronologie des médias. Est-ce qu'il passe en... Bah, c'est pas un problème, c'est justement ça te pousse à faire ça et c'est ce qui Oui. est bien en fait dans la chronologie des médias. Et ok, peut-être que ça t'énerve toi personnellement, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Non, mais c'est un mal pour un bien là-dessus, c'est sûr. Mais moi je pose juste la question, est-ce que c'est pas un problème au niveau de l'expérience client, au niveau des salles de Non, cinéma? ma sens, c'est qu'on est trop habitués à ne plus bouger de nos canapés, à avoir nos Netflix à disposition Tu sais, je pense et pas- qu'on s'est je- vraiment flemmardisé. Quoi. Je pense pas que le français moyen va venir se dire tiens, et la chronologie des médias. Voilà, tu sors pas du Mais- cinéma en disant C'est plutôt voilà. qu'est-ce que j'ai pensé de mon expérience client là Si je dois Mais répondre personne une pense enquête comme Néoma. Je t'avoue que personne. Non, voilà, Personne non, pense on ça est comme tous ça. Des Léopold, content, collé à son canapé, à son téléphone et à sa bière, et puis on se dit oh, est-ce que j'irai au cinéma pour 10 minutes de marche? La flemme. Je vais plutôt regarder une série Netflix. Elle me décrit Mais très voilà. bien. Je te connais bien aussi, je te connais bien. Mais bon, bref, voilà. Est-ce que je vois qu'on est à bientôt 1h30 de live? Ouais, ça on va va s'arrêter Ouais. ici, Je Ouais. pense que on a fait le tour, mais en tout cas merci beaucoup pour ce très bon live. Léopold, je te laisse clôturer cette émission. Eh bien, on vous remercie comme chaque épisode infiniment pour votre soutien, pour d'avoir passé cette émission avec nous. Je remercie aussi tous mes co-chroniqueurs et co-présentateurs qui ont pu être là. On remercie comme d'habitude infiniment le live et Jean-Michel Régie. la régie ainsi que la Néoma TV. Et les voyeurs. Et bien Et sûr les le voyeurs. voyeur. Ça, Voilà. ça va de soi. C'est évident. Ça va de soi. Donc on remercie tout ce beau monde-là. On vous remercie tous. On vous aime. Que de À la l'amour. prochaine. Rendez-vous On dans vous- 2 semaines. Ciao Allez, tout le monde. bisous, bonne soirée, bon appétit.